La boutique de votre pâtissier chocolatier Christophe Roussel, allée des Camélias à La Baule, se refait une beauté pendant quelques mois. En attendant, Christophe Roussel vous invite à découvrir sa nouvelle boutique éphémère qui s'installe dans son atelier, situé zone de Bellon à La Baule. Venez découvrir l'intégralité de l'offre de Christophe Roussel dans ce nouvel espace et bénéficier d'une remise systématique, prix en direct atelier de 5% sur votre panier d'achat. La boutique de l'atelier Christophe Roussel se trouve 3 allées des Forsythia dans la zone de Bellon à La Baule. Ouverture du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 13h. Des nouvelles pâtisseries tous les jours et commande au 02 40 24 62 97. Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Pierre-Marie Terral qui vient de publier François Mitterrand, un roman français, des allées du pouvoir au chemin de traverse chez Mareuil Éditions, un livre qui est préfacé par François Hollande. Bonjour Pierre-Marie Terral. Alors, bonjour et merci pour votre invitation. Pour vous présenter, vous avez été professeur d'histoire et de géographie et vous êtes docteur en histoire contemporaine de l'université Paul Valéry à Montpellier. Oui. Vous vous êtes intéressé, c'est pas une énième biographie de François Mitterrand, vous avez pris l'angle de vous intéresser à François Mitterrand, à sa vie, à ses idées, à travers son parcours géographique, ses lieux, ses maisons, qui incarnent aussi dans ses choix l'âme de l'ancien président de la République. Et ce livre sort, je le rappelle, au moment des 40 ans, puisque mai 2021, 40 ans de l'élection de François Mitterrand, c'est un anniversaire. Il y a 40 ans, la France basculait dans le socialisme, à la surprise générale. Depuis, Valéry Giscard d'Estaing aurait dit qu'elle n'en est jamais sortie, si on se réfère à la phrase de Valéry Giscard d'Estaing dans sa définition, en disant que le socialisme c'était 40% le seuil de 40% de prélèvement obligatoire. Là, on bascule dans le socialisme. Donc, on peut dire que depuis, elle n'en est jamais sortie. Voilà. Alors, je vous laisse à vos analyses. Ah bah ça, c'est Giscard qui l'a dit. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors effectivement, on pourrait parler de la rivalité avec Valéry Giscard d'Estaing, d'autant que une partie de leur inimitié ou de leur rivalité se jouait aussi en région Auvergne, où évidemment Valéry Giscard d'Estaing était ancré et où François Mitterrand avait une relation alors secrète avec Anne Pinjot, qui était une jeune fille de la bourgeoisie de Clermont-Ferrand. Et dans le débat de 1974 pour les élections présidentielles, effectivement, il y avait eu quelques allusions plus ou moins perfides de la part de Valéry Giscard d'Estaing à cet ancrage inconnu de François Mitterrand. Alors beaucoup d'autres ancrages étaient mieux connus, et ce à quoi je me suis intéressé, c'est en effet au fait que ce cheminement de François Mitterrand, ce passage par différents lieux, et notamment par la Charente, sa terre natale, sa terre maternelle, sa terre mère, je dirais, puisque l'ancrage et le lien à sa mère Yvonne était vraiment très très fort. Ces différents ancrages et ces différents lieux, eh bien pour moi ça a été l'occasion de retracer son cheminement politique, mais j'espère aussi en quelque sorte un cheminement intérieur, puisque c'était un homme d'une grande complexité dont je ne peux pas dire que j'ai réussi à percer les mystères, mais j'ai essayé à ma façon d'en éclairer quelques facettes. Ouais, non, moi-même après avoir lu votre livre, je n'arrive pas à percer les mystères des questions que je me suis posées avant. Voilà, c'est chacun, c'est un jeu de pistes et on n'a pas la solution. Comme quoi, voilà, c'est très mitterrandien. Il aurait pu. Nous sommes en Bretagne, vous savez, Pierre-Marie Terral. Il aurait pu naître chez nous puisque son père avait été chef de gare à Saint-Nazaire. Exactement, son père avait été chef de gare à Saint-Nazaire et François Mitterrand aimait à dire qu'il aurait pu naître à Nantes ou à Chantenay. Alors il est vrai que partout où il passait, il avait une grande habileté à se faire adopter en expliquant le lien fort qui l'unissait à une région en particulier. Mais il se trouve que pour Nantes et pour la Bretagne, c'était vrai. La naissance aurait pu se faire dans votre belle région, puisque
si la tradition n'avait pas voulu que sa mère revienne en Charente auprès de ses parents pour mettre au monde 7 enfants, eh bien il aurait pu naître à Nantes ou dans sa région. Et il aimait à la rappeler. C'était aussi l'occasion pour lui de rappeler que son père, qu'il disait cheminot, il avait été effectivement chef de gare, bien que son père pouvait être rangé non pas du côté des prolétaires, mais en tout cas des gens qui avaient parfois aussi porté le bleu de travail. Évidemment, c'était pas innocent de sa part. Donc, il a été ensuite par la suite reçu par Jean-Marc Ayrault à Saint-Herblain, puis ensuite à Nantes. Donc effectivement, l'histoire de François Mitterrand, c'est aussi Nantes et plus largement la Bretagne. Il aimait beaucoup Belle-Île-en-Mer. Il avait débarqué durant la Résistance dans le Finistère. Donc tout ça, c'est l'histoire de François Mitterrand, qui avait beaucoup plus un tropisme, je dirais peut-être sudiste ou, enfin quand je dis sudiste, sud, mais aussi la Bourgogne. Il y avait évidemment les Landes, mais la Bretagne faisait partie de ces lieux qu'il affectionnait. Et il aurait pu, il le disait, s'il l'avait découverte plus tôt, vivre à Belle-Île-en-Mer. Alors, je vais commencer cet entretien avec une question. Je vais aller droit au but. Selon votre sensibilité, ce que vous avez senti en analysant en profondeur le parcours de François Mitterrand, j'ai envie de vous poser la question suivante. Pendant plus d'un siècle et demi, la distinction droite-gauche en France n'est pas celle que nous connaissons aujourd'hui. On peut dire que pendant un siècle et demi, la droite était plutôt monarchiste, plutôt anti-républicaine, attachée à des valeurs fondamentales, au terroir, racines, on peut citer des mots racines, écologie, France profonde, tradition. Et si je me réfère à ce schéma de classement, j'ai envie de vous demander, François Mitterrand était-il le dernier président de droite de la Ve République ? Alors, François Mitterrand, en tout cas, a été le premier président de la Ve République à être socialiste. Cela dit, dans son parcours et dans ses racines, qu'elles soient familiales ou politiques, il est indéniable qu'il a été avant tout un homme de droite. Et contrairement à son premier ministre Pierre Mauroy, qui était né... On va en reparler après, oui. Qui était né à gauche, eh bien François Mitterrand, ce n'était pas son cas. Il ne s'en cachait pas, si ce n'est que certaines périodes, comme celle du Front populaire, où lui était plutôt du côté, le jeune homme de 20 ans qui était alors, était plutôt du côté des opposants au Front populaire. Ce n'était évidemment pas celle dont il parlait le plus souvent. La période de la collaboration qui le voit ensuite basculer dans la résistance. Jusqu'à cette période, en effet, et jusqu'à son élection dans la Nièvre après-guerre, on ne peut pas parler de François Mitterrand comme un homme de gauche. Des changements, toutefois, un certain nombre de changements lorsqu'il découvre la situation de l'Empire colonial français, même s'il a encore le rôle de François Mitterrand en Algérie est assez délicat. Oui, mais une partie de la droite était aussi contre l'Empire colonial. Hein. Exactement. La droite royaliste l'était aussi. Exactement. François Mitterrand, donc, qui continue son évolution, et pour lui, il est indéniable que lorsque la droite gaulliste s'empare du pouvoir en 1958, eh bien, ça favorise stratégiquement son ancrage, son choix d'incarner ou de devenir l'une des incarnations de la gauche, car il n'y a pas d'issue possible si ce n'est celle d'être un opposant à De Gaulle, auquel il aime à se mesurer, même s'il sait qu'il sera l'éternel second derrière De Gaulle. De Gaulle qui va critiquer de manière très virulente avec le livre de 1964, Le coup d'État permanent, ce qui ne l'empêchera pas, quelques années plus tard, de se glisser dans les institutions et dans les habits du président De Gaulle. Oui, mais François Mitterrand a cette phrase que vous citez dans vos propos: je n'ai pas besoin d'une idée de la France, je la vis, j'ai une conscience instinctive profonde de la France physique et la passion de sa géographie, de son corps vivant. Je vais même plus loin, l'âme de la France, inutile de la chercher, elle m'habite. Voilà ce que dit François Mitterrand, l'âme de la France, elle m'habite. Ça veut dire qu'il est à l'opposé de ce que Emmanuel Macron, son successeur, 40 ans plus tard, déclare sur une chaîne américaine: nous devons déconstruire notre propre histoire.
jamais François Mitterrand n'aurait dit finalement nous devons déconstruire notre propre histoire. Alors François Mitterrand était habité par la France autant qu'il l'habitait lui-même en divers endroits et à diverses époques. Effectivement, cette conception de la France était pour lui avant tout sentimentale. C'était les années d'enfance, la Charente, c'était la Dordogne habitée par ses grands-parents. Ça a été ensuite la Bourgogne. Et je dirais que là aussi, la période de la guerre et son passage dans la résistance ont été fondamentales car il découvre à vitesse grand V, alors certes avec les moyens de déplacement de l'époque, en quelques mois, il sillonne le pays dans la zone libre, enfin, plutôt dans la zone non occupée comme dans la zone occupée, ensuite dans toute la France occupée. Il sillonne la France et il ne cessera de la sillonner au gré de ses déplacements politiques, qu'il soit élu ou qu'il soit en campagne. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressé puisque vous faisiez référence à Valéry Giscard d'Estaing et à ce fameux documentaire de Raymond Depardon, une partie de campagne. Eh bien, la vie de François Mitterrand, c'est une partie de campagne permanente, puisqu'il est entre campagne électorale et campagne qu'il affectionne tant, hein, cette France éternelle, elle ressort de ses pages, de ses interviews, de ses écrits, et cette sensibilité-là n'est pas que feinte, elle est aussi une réelle admiration, un réel attachement à cette France qui est pour lui éternelle, et cette France que l'on retrouve sur l'affiche de la Force tranquille en 1981, avec ce clocher dont certes le bout, la pointe a été un peu gommée, et avec un ciel qui n'est pas un ciel bourguignon, mais qui est un ciel du Morbihan qui a été rajouté à cette photographie, et ce qui nous ramène à votre région Bretagne, quoique le statut administratif de Nantes, c'est pas aujourd'hui. Oui, mais enfin, c'est la Bretagne historique. Voilà. Voilà. Justement, je suis d'accord avec vous. Vous racontez dans ce livre comment s'est déroulée cette photographie à Sermage, le village de la Force tranquille. Il fait froid, un samedi matin, séance photographique avec Jacques Séguéla, un cortège de 3 Volvo noirs part pour Sermage, ça avait déjà été repéré. Jacques Séguéla vient avec son propre costume qu'il demande à François Mitterrand d'enfiler parce qu'il a trouvé que ses vêtements n'étaient pas bons pour cette affiche, ne correspondaient pas au message qu'il voulait faire passer, et il lui demande d'aller se déshabiller et de se rhabiller derrière un buisson. Exactement. Vous avez 5 minutes, lui dit François Mitterrand pour l'affiche. Exactement, il donne très peu de temps aux photographes. Il n'était pas forcément à l'aise avec ses photographies posées, comme il n'était pas très à l'aise au départ à la télévision, outil qu'il a réussi à dompter avec un certain talent. Au moment du débat de 1974, il était encore assez malhabile avec cet outil. Pour ce qui est de cette photographie, effectivement, c'est lui qui a choisi le lieu. C'est par contre Jacques Séguéla qui a inventé ce slogan assez formidable, un grand publicitaire qu'il était, pour rassurer, hein, car en 1981, on a aussi des articles comme ceux de Jean d'Ormesson où on prévoit, en tout cas, on fait penser que avec des ministres communistes au pouvoir, le Kremlin n'est pas loin et que les blindés russes pourraient arriver sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc cette affiche, elle a vocation à rassurer, mais elle ne rassure pas tellement les responsables socialistes de l'époque à qui il l'impose de manière assez habile en s'absentant de la réunion durant laquelle elle est choisie, car pour les socialistes, c'est une affiche aux tonalités réactionnaires, voire, dirait-il, pétainistes. Oui, c'est ce que vous écrivez dans le livre. Pierre Mauroy, Bérégovoy, Jospin, Joxe, Quilès jugent l'affiche archaïque et pathétique, voire pétainiste. Mais c'était vraiment la volonté de Jacques Séguéla, et puis validée par François Mitterrand, de faire une affiche clairement de droite pour gagner en 1981 et rassurer finalement l'électorat. Une affiche en tout cas historique, rassembleuse en effet
et rassurante, historique. qui est restée effectivement une affiche historique, et moi j'y vois aussi un symbole effectivement de cette France éternelle qui est fidèle à ce qu'était vraiment François Mitterrand, qui était un homme qui appréciait au plus haut point la visite des églises. On voit que chaque déplacement était propice à une visite des lieux que sont les cimetières. J'appelais ça ces chemins de croix, c'est-à-dire qu'il avait toujours un de ses morts dans une ou l'autre région de France à aller honorer. Et cette église, ça a rappelé pour moi cela, même s'il avait demandé effectivement à ce que ce clocher soit un peu gommé, car il ne voulait pas passer pour un prêtre devant son église. Et vous dites que les lieux fréquentés par François Mitterrand sont parfois aussi mystérieux quand vous les découvrez, qu'a été le parcours de cet homme, celui de la Mitterrandie. Elle nous mène de maison en ville jusqu'à Vichy, cette jeunesse française. Mais je trouve, je vais être franc avec vous, Pierre-Marie Terral, que ceux qui n'ont pas de culture politique seront bouleversés, vont se dire mais c'est quoi, je comprends rien, le personnage zigzag, etc. Mais quand on a une certaine culture historique et politique, le parcours n'est pas si choquant que cela, finalement, parce qu'il y avait quand même une droite traditionnelle monarchiste qui était proche des valeurs de gauche, c'est-à-dire proche du peuple. Ce n'était pas contradictoire. Alors, ce parcours de vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce parcours de François Mitterrand a son unité, puisqu'il y a un certain nombre de fidélités, que ce soit en politique, comme en amitié, comme peut-être dans sa vie privée, des fidélités successives. C'est-à-dire que François Mitterrand n'est pas forcément un homme qui va rompre, et donc y compris avec son passé et les hommes qu'il a pu rencontrer dans son passé. Donc c'est une série de fidélités successives qui vont faire qu'il ne va pas forcément rompre non plus avec des amitiés politiques passées. Et cette volonté de traiter lieu par lieu, bien moi j'y vois à la fin une unité, c'est-à-dire en révélant facette par facette l'entièreté, j'allais dire, de ce qu'a été son parcours. Alors moi je donne des chemins, je donne un certain tracé, et au lecteur de se faire son idée par rapport à l'idée qu'il pouvait avoir avant de François Mitterrand, par rapport à son admiration, son affection ou son aversion pour François Mitterrand. Mais je suis certain que chacun y découvrira une facette ou des facettes de François Mitterrand dont on ne se doute pas forcément. Vous évoquez les fidélités successives. Je vais peut-être recadrer votre vision. Vous entendez fidélité successive, c'est-à-dire comme un train, on ajoute des wagons, mais on ne détache jamais les wagons qui étaient là les premiers, ce qui signifie, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont eu des fidélités successives, mais ça voulait pas dire la même chose. Ça veut dire qu'on oubliait ceux qui étaient au début, on les prenait même plus au téléphone, et puis c'était le dernier qui avait parlé, qui avait raison. Là, avec François Mitterrand, c'était pas du tout le cas. On attachait les fidélités successives, et des gens comme Bettencourt, André Bettencourt ou François Dalle l'ont accompagné toute sa vie. Ça c'est clair. Exactement, il n'a jamais renié, jamais rompu, jamais renié, notamment envers des personnes plus que douteuses dont il a estimé qu'il leur devait beaucoup, et y compris parfois la vie. C'était le cas notamment avec Bousquet du temps du régime de Vichy, dont il a pensé, et certainement à juste titre, que le fait d'avoir été averti qu'il était recherché et qu'il pouvait être arrêté avec son réseau une fois devenu résistant, a fait en effet que Mitterrand a continué à avoir cet homme-là. Alors moi je ne justifie en rien, je ne suis pas là pour ça, je ne suis pas un juge, un procureur. J'ai essayé de relater le plus honnêtement possible ce que mes lectures me rendaient plus éclairant à force de fréquenter pendant quelques années ce personnage qui m'a habitué
habité longtemps et qui ne cessera de le faire, puisque c'est vrai que chaque lieu peut donner une image différente de Mitterrand, et le tout, ce kaléidoscope à la fin, c'est ce que j'ai voulu essayer de faire. C'était mon petit jeu. Vous n'avez pas répondu à ma question quand je vous ai demandé, j'ai cité cette phrase d'Emmanuel Macron, ces références perpétuelles à Emmanuel Macron sur le rejet de l'histoire de France, le passé, on n'est pas un pays, mais Emmanuel Macron est dans une vision très mondialiste, très, voilà, pour lui la France, ça ne compte pas, c'est qu'un territoire et on agglomère des compétences et des start-up. C'est pas du tout François Mitterrand, on est d'accord, c'est l'inverse. Je n'ai pas écrit de livre sur Emmanuel Macron, en tout cas pas pour le moment. Il faut dire qu'il est beaucoup plus jeune et que effectivement il n'a pas passé sa vie politique à parcourir la France, puisqu'il a été élu très rapidement. Donc il n'y a pas la même épaisseur forcément historique et temporelle. Par contre, chez Emmanuel Macron, il y a la volonté de s'inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs pour compenser le fait que lui-même soit jeune et qu'il n'ait pas les mêmes ancrages. Récemment, par exemple, c'était en 2019, si je ne me trompe pas, il s'est rendu en Auvergne, il est allé à Chamalières pour saluer la mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, et le lendemain, il est allé au lac Chauvet, là où François Mitterrand et ses amis se réunissaient, Michel Charasse et d'autres. Et donc, en 2 jours, il est allé sur 2 lieux qu'avaient aimé ou habité 2 présidents, donc il y a ce déficit d'incarnation ou ce déficit d'ancrage. Eh bien, voilà, il y a une communication tout de même qui est faite par rapport à ces lieux et à cette chaîne de présidents auxquels, lorsque l'on a une image peut-être trop parisienne, on essaie de faire référence. Oui, mais François Mitterrand aurait été aussi à Vichy. Et François Mitterrand aurait sans doute été aussi à Vichy. Il a quand même continué de fleurir la tombe du maréchal Pétain. François Mitterrand a continué à faire fleurir la tombe du maréchal Pétain, comme l'étaient au départ les grands maréchaux de la Première Guerre mondiale. Vainqueur de 14-18, oui. François Mitterrand et je l'écris dans le livre, a soigneusement escamoté et contourné Vichy, alors qu'il se rendait lui-même souvent dans l'Allier, et il était hors de question pour lui d'être vu à Vichy, même si parfois il connaissait la force des symboles. Voilà, il faisait tout pour éviter de rappeler qu'il avait pu y séjourner quelque temps. Vous racontez la première histoire d'amour de François Mitterrand pour une jeune femme qui s'appelle Marie-Louise Terrasse. Vous précisez que son père s'était quand même un peu intéressé, le coquin. Son père était André Terrasse, secrétaire général de l'Alliance démocratique, une formation centriste. C'était quand François Mitterrand se cherchait en politique. Il se dit, tiens, pourquoi je vais pas rentrer dans ce parti centriste? Et puis comme ça, je vais épouser la fille du président de ce parti centriste. Et puis cette jeune femme est devenue la fiancée des Français quelques années plus tard, puisqu'il s'agissait de la célèbre speakerine Catherine Langer. Voilà. Exactement. Alors il y avait peut-être l'idée de joindre l'utile et l'agréable, mais l'agréable passait en premier car il était vraiment fou amoureux de cette jeune fille. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'il décore celle qui est devenue cette speakerine si célèbre à l'Élysée, en lui remettant la Légion d'honneur, on sent une émotion perceptible quasiment 50 ans après, en tout cas 40 ans après cette période, lorsque le président de la République décore cette femme connue par tous les Français. Alors cette histoire est en effet très belle. Elle a beaucoup marqué le jeune Mitterrand, qui est un personnage romantique, un personnage romanesque. Et quand, avec les éditions Marais, on a voulu parler de François Mitterrand, un roman français. En aucun cas de ma part ce n'est un roman, mais par contre c'est le roman national de sa vie, et c'est la destinée romanesque que lui-même s'est inventé, et c'est passé en effet par, je dirais, un intérêt certain pour la gente féminine. Oui, ça c'est connu. Mais aussi, il était romanesque, comme vous le dites.
joueur, parfois, tellement joueur qu'il s'inventait, on ne sait pas, peut-être qu'il avait raison aussi, on n'est pas là pour... franchement, j'ai pas étudié, je suis pas spécialiste de l'arbre généalogique, hein, mais je trouve mignon, voilà, le terme est peut-être, je trouve mignon qu'il se trouve des descendances jusqu'à des ministres de François Ier, il aimait jouer avec l'histoire. Il aimait jouer avec l'histoire et c'est un homme qui, dès son plus jeune âge, en tout cas dès la fin de l'enfance et dès l'adolescence, est convaincu de sa destinée, d'avoir un rôle à jouer. Et il l'a écrit, il l'a dit à plusieurs reprises, qu'à cette époque-là, il s'imaginait général ou qu'il s'imaginait un sauveur de la France. Alors, quand on s'intéresse de plus près à la biographie du général de Gaulle, il y a aussi très vite cette idée qu'il aura à servir son pays, au départ dans l'armée, puis plus tard évidemment à d'autres fonctions. Mais chez François Mitterrand, cette idée de s'inscrire dans l'histoire, on n'oublie pas que c'est un enfant de la Troisième République, cette histoire-là et ses héros, cette histoire qui est d'une certaine façon là aussi romanesque de la France, eh bien, il l'a fait sienne, et non seulement il l'a fait sienne, mais il sait qu'un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, eh bien, il aura l'occasion ou la vocation de la poursuivre. Et puis, il y a l'épisode Vichy. François Mitterrand arrive donc à Vichy, les bureaux du Conseil, la chambre de Philippe Pétain, pas très loin l'appartement de la maréchale Annie Pétain, et quelques centaines de mètres seulement, donc François Mitterrand qui travaille sur la recherche de renseignements sur les adversaires du régime. Même s'il le niera, vous écrivez, François Mitterrand y est employé en janvier 1942. Et vous dites que le départ de François Mitterrand ne tient pas à des motivations vraiment politiques, mais plutôt à la haute estime qu'il a de lui-même. Ça veut dire qu'il a quitté le service du maréchal Pétain, non pas parce qu'il ne voulait plus travailler pour le maréchal Pétain ou le servir, mais parce qu'il se voyait pas toute sa vie gratte-papier. C'est un peu cela. Alors, dans une lettre de François Mitterrand à ce moment-là, voilà, il s'estime sous-employé par rapport à ses capacités, effectivement, dans ce travail de gratte-papier, comme vous dites, et aspire à de plus hautes ambitions, y compris si ces ambitions, ce qu'on lui propose est à Vichy, puisqu'à ce moment-là, il s'estime sous-employé par ce maréchal qui le fascine, comme il fascine, et comme il est vécu à cette époque-là par un grand nombre de Français comme un maréchal qui est un protecteur. Aussi, quand François Mitterrand dit qu'il est entré en résistance en juillet 1942, comme il l'a dit en 1994, eh bien c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux, parce qu'effectivement à l'été 1942, il commence à fréquenter des réunions de résistants autour des réseaux d'évadés des camps de prisonniers allemands, mais encore le 15 octobre 1942, eh bien, il rencontre le maréchal Pétain. Il rencontre le maréchal. Donc là, on est vraiment dans un entre-deux et qui rajoute au mystère de François Mitterrand. Par contre, on sait que au début de l'année 1943, il est clairement entré dans la résistance. Et là encore, moi, je ne porte aucun jugement sur cette période que je n'ai pas vécue, mais certains sont entrés, beaucoup plus tard encore en résistance, et même certains le jour de la libération. Et certains une semaine après la libération, même. Ça existait aussi. Beaucoup, je crois que c'était les plus nombreux en plus. Non, mais ce que vous dites, vous rentrez dans la complexité du personnage, mais c'est peut-être pas la complexité du personnage Mitterrand, c'était peut-être tout simplement la complexité de l'époque. C'était la complexité d'une époque, et de grands historiens ont forgé le concept de vichisto-résistant, de gens qui ont été les deux, et la plupart du temps successivement, même si François Mitterrand admettait que le fait d'avoir eu la Francisque, lorsque ses amis résistants s'en offusquaient, eh bien lui leur disait en ces années-là, ça nous permet de dîner dans ce restaurant sans être inquiétés. Donc il voyait en cela un honneur, il voyait en cela aussi une garantie, et évidemment pendant des années cette Francisque a été cachée. Alors d'autres
l'ont eu, Maurice Couve de Murville chez les gaullistes. Le général de Gaulle n'a jamais souhaité, lui qui avait tout misé sur l'amnistie et sur l'amnésie de ces années-là, n'a jamais souhaité utiliser, notamment lorsqu'une photographie de la remise de la Francisque à François Mitterrand lui avait été proposée lors de la campagne de 1965, eh bien, il n'avait pas souhaité l'utiliser à des fins de boule puante. Aujourd'hui, pour résumer les choses de façon simple, un peu caricaturale, évidemment, le mot que je vais employer n'est pas très adapté, mais bon, c'est celui que je trouve lors de cet entretien avec vous. Il y avait une sorte de double jeu permanent. Et dans ce double jeu, il y avait aussi quand même des résistants qui l'a approché. Il y a un nom que je retrouve qui a été proche de François Mitterrand pendant cette période dans la résistance. Eh ben, c'est Philippe de Chartres. Le nom est loin d'être anecdotique. Philippe de Chartres, puisqu'il était gaulliste, et il avait appelé à voter François Mitterrand en 1981. Exactement. Il faisait partie des traîtres de Chirac, finalement, et de Giscard. Plutôt de Giscard, pas de Chirac, de Giscard, voilà. Donc la complexité et les gaullistes comme Philippe de Chartres, effectivement membre des réseaux de prisonniers, eh bien c'est là encore une amitié improbable lorsque la rencontre se produit à partir du printemps 1943. Les deux hommes n'auraient rien en commun et malgré tout, eh bien, comme je l'écris, c'est une sorte de coup de foudre intellectuel, comme le reconnaîtra le gaulliste Philippe de Chartres, et les deux hommes ne se sont jamais vraiment quittés. Alors, faut-il y voir l'idée de se dire que, alors que certains disent qu'il n'y a d'amitié que politique, que l'on peut être amis malgré des divergences politiques, ça serait tout à l'honneur des humains de pouvoir en effet être amis, même s'ils divergent sur certains points. En tout cas, à cette époque-là, leur objectif commun a permis de surmonter les différences, et il est vrai que de Chartres est ensuite resté d'une certaine façon fidèle à Mitterrand, et que l'inverse a été vrai. Vous dites, et là c'est la complexité de notre conversation, à décrypter parfois, même moi parfois, ou peut-être vous, et encore plus nos auditeurs. Vous dites, il n'avait rien de commun à cette époque, Philippe de Chartres et François Mitterrand, parce que Philippe de Chartres, lui, était à gauche. Il est toujours finalement resté à gauche, parce qu'il était vraiment gaulliste de gauche, donc rien de commun. Ça signifie que François Mitterrand, à l'époque, était plutôt à droite. C'est là où c'est complexe à décrypter. C'est complexe, alors... Parce que Philippe de Chartres, lui, était vraiment un véritable homme de gauche, il a toujours été. Alors ces années Vichy, j'allais dire, et la résistance, c'est probablement la dizaine de pages de cet ouvrage qui est peut-être un peu plus complexe en effet, parce que la densité de faits, la densité de lieux, d'autant qu'il est dur, il est délicat de suivre un homme dans la clandestinité. Donc on peut le retrouver certaines de ses traces, mais on peut pas suivre au jour le jour un homme qui vit sous une fausse identité. La plupart du temps, il s'appelle Morland, avec sa petite moustache qui lui donne l'air d'un danseur de tango. Parfois d'autres identités encore. Mais effectivement, quoi qu'il en soit, ce sur quoi j'ai insisté, c'est que cette période est fondatrice, parce que François Mitterrand comprend à ce moment-là qu'il a une certaine aura qui se dégage de sa personne, qu'il est capable de parler aux hommes, de les séduire, même si on a dit qu'il pouvait aussi séduire les femmes évidemment, mais il peut séduire les hommes par la parole. Il peut entraîner les hommes derrière lui. Cette époque des réseaux de prisonniers, ça va être fondamental, et c'est son premier capital politique, puisqu'on peut dire que François Mitterrand est issu de la bourgeoisie de Charente, de la petite bourgeoisie, mais une bourgeoisie très correcte quand même, comme on le voit encore à sa maison natale à Jarnac. Mais son véritable capital politique, il le forge lui-même. Il n'est pas en cela un héritier. Il n'est pas un fils de député ou de ministre. Il est le premier dans sa famille à occuper ce type de responsabilité lorsqu'à la Libération, il accède au pouvoir, et lorsqu'il le sera ensuite souvent sous la 4e République, voire un ministre permanent, comme ça a été dit par l'historien Michel Vinocq. Justement, on va quitter cette période et on va s'intéresser après à l'après-guerre. 1947, François Mitterrand décroche le portefeuille des anciens combattants et victimes de guerre. À 31 ans, c'est le plus jeune ministre du gouvernement Ramadier. Il est ministre à 31 ans, François Mitterrand.
Exactement. Paul Ramadier, un grand honnête homme, comme a dit De Gaulle lors de son décès, qui était, je le cite volontiers car c'est un homme de mon département, même s'il est aussi rochelais de naissance, si mes souvenirs sont bons. Ramadier, voilà, lui permet d'entrer dans cette carrière politique, cette carrière des honneurs dont il a rêvé, et c'est le poids des réseaux de résistants et des réseaux de prisonniers qui lui permet en effet cette entrée directe en politique à une époque où les coalitions font et défont les gouvernements, et donc il aura l'occasion d'élargir sa palette de compétences en étant ministre, non pas de tout et n'importe quoi, mais en tout cas en ayant beaucoup de responsabilités successives. Et c'est une époque, pour revenir aux lieux qui m'ont intéressé, où s'élargit considérablement son horizon géographique, même si je me suis limité à la France. Mais à cette époque-là, la France, c'est aussi l'Empire, et donc il découvre toute une facette de cette France qu'il ignorait jusque-là, mais je crois que les voyages, et notamment les voyages à l'étranger, ont fait qu'il en est revenu chaque fois en aimant encore davantage la France, puisqu'il était féru de cartographie et qu'il connaissait les lieux à la fois par comment dirais-je, le fait d'y avoir cheminé, mais il les connaissait aussi au préalable pour les avoir étudiés sur des livres, sur des atlas. Et puis ensuite, là, on saute plusieurs années à l'installation du pouvoir gaulliste en 1958. Et là, François Mitterrand a finalement un déclic sur son positionnement politique. L'adversaire, c'est De Gaulle. Alors non, peut-être que le mot est pas très juste. Il y a le général De Gaulle, fédérateur des droites. Donc cela signifie que sur cet échiquier, il n'y a plus de place à prendre. Et finalement, il se positionne clairement à gauche, parce que là, il sent qu'il y a une place à prendre. C'est-à-dire que, voilà, comme il n'y a pas de place, est-ce que c'est un peu ça, finalement? C'est un peu ce que je comprends. C'est un peu ce que j'écris aussi. Oui. C'est-à-dire que ça me fait penser à Laurent Fabius. Les Giscardiens ont tous raconté que Laurent Fabius était venu les voir dans les années 75, quand il était sorti de sa grande école, en demandant une place auprès des Giscardiens pour être ministre. On lui avait dit c'est complet chez les Giscardiens. Donc il a été voir François Mitterrand, puis s'est retrouvé Premier ministre de François Mitterrand un peu plus tard. C'est un peu le même parcours. Alors que l'ambition préside à certaines destinées, je ne dirais pas le contraire. Effectivement, François Mitterrand s'est tout de même rapproché progressivement de la gauche, mais le vrai basculement, c'est effectivement 1958, où lorsqu'on n'est pas gaulliste, eh bien, si l'on veut exister, on doit être anti-gaulliste, même s'il sait qu'il va manger, qu'il va avoir de grandes difficultés pendant les années à venir. Donc ce positionnement, il va déjà l'expérimenter dans la Nièvre, qui est l'un de ses laboratoires politiques. Et petit à petit, cette idée d'unir les gauches, ce qu'il parvient à faire sous son nom en 1965, créant la surprise, puisque le général de Gaulle est fortement déçu, et ça on le lit dans de très nombreux témoignages, y compris ceux que je cite. Le général de Gaulle est blessé dans son amour propre, lui qui ne porte pas une grande estime à Mitterrand, par le fait d'être contraint à un second tour en 1965. Mais ce que j'explique aussi, c'est que l'accession au pouvoir de François Mitterrand n'est pas un long fleuve tranquille, et que cette histoire n'a rien de linéaire. Et ce qui m'énerve le plus en histoire, ça serait de faire une analyse qui commencerait par la fin. Or, rien ne disait que François Mitterrand serait élu un jour. Il aurait aussi bien pu l'être en 1974, et aussi bien il aurait pu perdre en 1981. Donc rien n'était écrit à l'avance, d'où le fait que ce cheminement soit si complexe, tant dans les lieux que dans les nombreuses années qu'il a vécues. À propos des lieux, justement, on parle de votre livre Pierre-Marie Terral sur François Mitterrand, un roman français préfacé par François Hollande. Ce livre, évidemment, qui sort à l'occasion du quarantenaire, des 40 ans d'accession au pouvoir de François Mitterrand, mai 81, mai 2021.
À propos des lieux qui ont inspiré finalement votre promenade en France, il y a le fameux 22 rue de Bièvre, sans doute l'adresse la plus connue de Paris maintenant. Je sais pas combien il doit coûter le prix du mètre carré là au 22 rue de Bièvre. On retrouve le caractère de François Mitterrand. Il était rue Guilmer, ensuite donc il a quitté il a eu un coup de cœur pour cette petite maison de la rue de Bièvre, parce qu'il trouve cette petite rue très typique, marquée depuis le Moyen-Âge dans ce monument du XVIe siècle. Et il dit, j'ai l'impression de retrouver les petites villes de mon enfance. Là, on retrouve le François Mitterrand vraiment français. Hein, c'est ça. Exactement. Et quelque part, il restera toute sa vie provincial. Hein. Il aura des rapports, j'allais dire ambigus. En tout cas, il aimera beaucoup Paris. Il sera fou de Paris, de ses bouquinistes, de ses libraires, de ses monuments. Et en même temps, il aura toujours besoin de s'en échapper. Et c'est un vrai bonheur de lire. C'est un vrai bonheur pour lui, et cela a été aussi pour moi, de lire les pages qu'il consacre à la Bourgogne, au Morvan, où voilà, il est à la fois loin de Paris et à la fois l'appel de Paris est permanent, même si les communications ne sont pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Il y a toujours Paris en point de mire, et quand je dis Paris, c'est évidemment l'Élysée, mais ce sont de vrais échappatoires pour lui que ces fins de semaine qu'il passe dans le Morvan, dans les collines, au milieu des arbres qui lui sont chers. Donc oui, c'est un homme de la province, et c'est un homme qui est tout entier pénétré par l'histoire de France. Et quand je dis l'histoire de France, ce n'est pas que l'histoire de Jean Jaurès, on l'aura compris. C'est aussi l'histoire de la France et de ses rois et de cette fameuse France éternelle dont on a parlé. Même si l'histoire, il la voudrait éternelle, par contre, la géographie n'est pas éternelle. Aussi, les aberrations architecturales des années 1960 ou 1970, les verrues qui sont créées, et tout simplement le nécessaire développement de la France, eh bien, on voit à quel point ça peut lui faire des bleus à l'âme de voir que des autoroutes ou des grandes infrastructures vont abîmer ce paysage qu'il voudrait parfois voir inchangé. On continue avec François Mitterrand, et évidemment, ce qui a marqué l'histoire aussi dans nos souvenirs collectifs, c'est l'affaire de l'Observatoire. Donc, le 15 octobre 1959, il dîne chez Lippe, tranquillement, il rentre chez lui. Il est poursuivi par des voitures, il y a des coups de feu, il se réfugie à l'Observatoire, dans les jardins de l'Observatoire. Tout le monde est paniqué, il y a une tentative d'attentat contre François Mitterrand. Et puis on découvre que c'était un vrai faux attentat. Il avait demandé à un poujadiste, Robert Pesquet, après une série de rencontres, d'organiser cet attentat pour se faire de la publicité. Alors, quant à moi, ce que j'écris, c'est qu'il aurait non pas demandé, mais qu'il aurait accepté en quelque sorte cette demande. Autrement dit, non, mais la nuance est importante dans le sens où il est lui-même piégé. Il est lui-même piégé parce qu'il pense que une dimension héroïque pourrait ressortir de cet événement, et il ne comprend pas, ce qui est assez étonnant de la part de Florentin comme lui, qui est tombé dans un piège, et ce piège aurait pu lui être fatal, non pas parce qu'on a tiré à côté de lui, mais fatal politiquement, parce qu'il aurait pu perdre effectivement toute crédibilité, ce qui a été le cas. Certains de ses amis de la résistance se sont totalement détournés de lui, et là, il était réellement au plus bas pendant quelques mois au moins. Il y a un point de caractère de François Mitterrand que vous relevez à plusieurs reprises dans le livre, c'est cette volonté de ne pas avoir le tutoiement facile, le vouvoiement plutôt distant, et c'est là où il y a quand même on dirait en langage informatique aujourd'hui un bug. Il y a un bug avec tous les bons socialistes du Nord à la Pierre Mauroy, grosso modo, qui sont des bons vivants, qui sont à table jusqu'à 4 heures de l'après-midi, qui chantent des chansons ouvrières et de gauche en se tenant le bras. C'est pas le truc de Mitterrand, clairement.
Alors évidemment, et il y a cette fameuse citation, cette fameuse anecdote où lorsqu'un militant de longue date lui rappelle qu'ils ont été prisonniers dans le même camp durant la guerre et lui propose de tutoyer François Mitterrand. François Mitterrand a cette réponse qui tombe comme un couperet, lui répondant « si vous voulez ». Ça rappelle un peu la phrase Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier voilà. ministre. Quand Jacques Chirac lui avait dit « ce soir, lors du débat, vous n'êtes ni président et moi je suis ni Premier ministre, on est deux candidats à la présidence de la République, on est avec les mêmes droits », et lui il répond « si vous voulez, monsieur le Premier ministre ». Voilà. Et quel que soit le camp politique, là c'est pas mon affaire, mais effectivement les mots d'esprit de nos dirigeants politiques, ça m'a toujours plu, ça m'a toujours amusé, et ça démontre parfois une certaine hauteur de vue ou hauteur d'esprit qu'on peut pas nier chez François Mitterrand, comme d'autres dirigeants peut-être de cette époque, et peut-être encore d'autres dirigeants aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a de surprenant, quand on fait le comparaison de ce trait de caractère un peu hautain, il aimait pas un peu tous ces gens socialistes de base, du Nord. C'était pas sa culture, c'était pas sa tradition. On peut dire que je peux dire que la culture ouvrière, c'était pas son truc. Voilà. Mais paradoxalement, c'est ça qui est incroyable. Quand il était chez lui dans la Nièvre, notamment dans un certain café où il avait pris ses habitudes, là, il était parfaitement intégré et là, il s'entendait avec le peuple. Il devenait lui-même homme du peuple. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez ce que c'est exactement par son éducation, il y avait une certaine retenue, et notamment dans le contact, tout en n'étant pas antipathique. Ce n'était pas quelqu'un qui créait de la proximité, au contraire, c'était quelqu'un qui était intimidant, qui savait aussi jouer de cette allure qui était la sienne. Paradoxalement, ça ne veut pas dire qu'il haïssait les gens, et au contraire, il avait une certaine affection, y compris et en particulier pour la paysannerie, lorsqu'il visitait les cours de ferme, lorsqu'il allait voir l'un de ses amis qui était sabotier dans la région de la Nièvre. Donc était peut-être plus physique que ce qu'elle n'était en réalité, un homme distant, mais qui ne se désintéressait pas de ses semblables, d'ailleurs qui n'étaient pas vraiment ses semblables, mais un homme qui profiter aussi de chaque contact, j'allais dire, populaire, entre guillemets, pour faire un sondage de terrain à chaque instant. C'est-à-dire, il était très à l'écoute, et de ces remontées de terrain, eh bien, il a forgé des conceptions sur sa politique, qu'elle soit locale ou sur ses aspirations nationales. Et puis François Mitterrand change vraiment, j'ai l'impression, par rapport à son première partie de vie. Sa deuxième partie de vie, alors première partie de vie enfance, on va dire avant Vichy, deuxième partie de vie, je vais qualifier la période Vichy, troisième partie de vie jusqu'à De Gaulle, quatrième partie de vie de Gaulle à 81-82, président de la République même, mais je sens un vrai virage vraiment après la cohabitation. La cohabitation a été difficile, il regagne en 1988, on parle de la France unie, cette fois-ci on fait allusion déjà au premier mouvement Black, Blanc, Beurre, etc. On ne retrouve plus le François Mitterrand que l'on a connu. Bien, on ne peut rien vous cacher. Je vois que vous, non seulement vous avez bien lu l'ouvrage, mais au-delà de ça, vous connaissez bien le personnage, effectivement, et la politique. Mais pour François Mitterrand, l'idée de savoir si ce deuxième mandat, après la cohabitation de 1988, était souhaitable, nécessaire, voilà, il y a peut-être de cela, mais c'est effectivement un président qui est réélu en quelque sorte grâce à la cohabitation, puisque cette cohabitation qui a été désastreuse pour lui, finalement, elle est à l'origine de sa réélection, puisqu'il arrive à pouvoir se présenter d'une certaine façon comme un opposant alors que lui-même était président. Mais
l'âge aidant et un certain nombre d'échecs ou de collisions entre un programme politique et des réalités, alors que Margaret Thatcher ou Ronald Reagan ont été au pouvoir dès les débuts de son mandat, font que il y a un certain enlisement. 7 ans, c'était aujourd'hui on peut se dire que c'était souhaitable. On peut se rappeler aussi que c'était très long. Et c'est en effet cette cohabitation-là aussi qui va précéder un deuxième mandat où rapidement, eh bien, on aura des périodes ou des affaires un peu moins reluisantes. On aura un homme un peu plus âgé, un peu moins dynamique, peut-être également. Et c'est une période qui est parfois un peu plus pathétique que celle de ce deuxième mandat qui s'étire jusqu'à 1995. Même si le mot pathétique est un peu brutal, je pense que c'est pas ce que vous avez voulu dire. Une période un peu plus, un peu moins ordonnée, voilà. Voilà, effectivement, le mot est un peu violent. J'aurais parlé peut-être de tristesse dans le sens aussi plus empathique du fait d'un homme au pouvoir qui perd une grande partie de ses moyens physiques et où chaque jour après l'autre, eh bien son visage est de plus en plus marqué. Et paradoxalement, ça crée une certaine affection chez les Français ou chez une partie des Français avec ces mots fameux lors de ces derniers vœux. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Ce qui nous amène à quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, cette dimension religieuse de François Mitterrand, mystique. Je voulais terminer là-dessus. Pardon. Non, mais c'est parfait, Pierre-Marie Terral. Je voulais justement terminer là-dessus. Parce que j'ai dit dans ma précédente question, elle était un peu téléguidée, elle m'amenait à ce que j'allais vous dire là. J'ai cité tous ces parcours de vie de François Mitterrand, l'enfance monarchiste, catholique, de droite, ensuite toute cette jeunesse, Vichy, ensuite le centrisme, on se cherche un peu, anticommuniste mais déjà un peu socialiste, puis ensuite on se positionne clairement contre De Gaulle, l'autre partie de vie, Mitterrand, ensuite la deuxième partie un peu plus chaotique, voilà, comme on l'a dit, après 88 sur la France unie. Mais la toute fin de François Mitterrand nous ramène au début. Nous ramène parfois au début dans ses propos. Voilà. Exactement. Ce chemin de vie ou ces chemins de vie, eh bien, prennent fin. Et d'une certaine façon, la boucle est bouclée, et cette boucle qui a commencé à Jarnac, eh bien, elle finit à Jarnac avec cet enterrement, avec toute une période durant laquelle il va faire ses adieux. Et ça, le mot pathétique ne vous plaît pas beaucoup, mais c'est aussi... Non, parce que j'ai trouvé cruel, voilà, tout simplement. Pathétique aussi dans le sens, pour moi, de pathos, dans le sens où je vous le dire, il y a une forte émotion et une certaine tristesse à voir cet homme qui va de lieu en lieu faire ses adieux aux gens et aux lieux, effectivement, au lieu de son enfance, au lieu qu'il a aimé revoir. Une dernière fois, l'église d'Aubeterre, cette si belle église à la limite des Charentes et de la Dordogne où il aimait aller avec sa grand-mère enfant, et les cimetières où ses amis sont enterrés en disant lui-même, eux au moins ils savent, c'est-à-dire y a-t-il un au-delà pour cet homme agnostique, officiellement en tout cas, mais mystique. Officiellement. Je vous interromps, vous dites officiellement, c'est le plus important dans ce que vous dites, parce qu'il avait quand même une vieille Bible au fond de lui dans sa bergerie de Latché. Voilà, exactement. C'est-à-dire que François Mitterrand... François Gisbert qui l'avait remarqué, ça vous le citez à la fin de votre livre. Exactement. François Mitterrand, il se dit toujours agnostique, mais il me semble qu'il est de moins en moins au fil du temps, et notamment lorsqu'on voit ses lettres à Anne Pinjot, lorsqu'il lui dit « prie pour moi », puisqu'en quelque sorte pour lui, elle a la chance d'être clairement une croyante. En tout cas, il
il parcourt ces lieux et lorsqu'il dit aussi à la fin de sa vie, une messe est possible, quelqu'un qui serait agnostique ferait peut-être ce vœu, quelqu'un qui clairement ne serait pas croyant ne le ferait certainement pas. Mais effectivement, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir aussi ces hésitations, ces tergiversations. Doit-il penser à se faire enterrer dans cette Bourgogne, dans le Morvan qu'il a tant aimé? Doit-il aller au pays de ses grands-parents, de leur résidence en Dordogne? Doit-il revenir à Jarnac? Et j'ai tenté un mauvais jeu de mots, comme souvent, en parlant de la tentation du Nil, dans le sens où effectivement peut-être il aurait pu aussi être enterré ailleurs, comme à Assouan. Alors ceux qui le qualifiaient de pharaon lorsqu'il a construit sa grande pyramide en auraient été ravis, mais voilà, c'était des lieux symboliques qu'il cherchait, y compris pour y être inhumé. Et au final, le symbole le plus grand était pour lui de reposer auprès des siens dans ce petit cimetière des Grands Maisons à Jarnac, à quelques centaines de mètres de la maison natale. Donc la boucle était bouclée, mais quelle boucle! Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai jamais. Voilà. Exactement, oui, c'est cette phrase. La dernière phrase que l'on retient, que le grand public, voilà, doit retenir de François Mitterrand. La grande phrase, effectivement, qui aura marqué et qui montrait aussi un président qui se situait à ce moment-là sur un autre plan dans son rapport aux Français, qui était, je ne sais pas si on peut dire paternaliste, mais en tout cas, voilà, un homme qui pouvait dire ainsi qu'il allait veiller sur les Français de là où ils seraient. C'est vrai que ça a beaucoup surpris cette phrase à l'époque et elle est restée. Et c'est pour ça qu'en effet, il était bon de la citer et de la recontextualiser. Oui. On n'imaginerait même pas finalement Jacques Chirac, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron sortir cette phrase. Alors peut-être Emmanuel Macron, finalement. Il peut nous réserver plein de surprises. Je ne sais pas, effectivement. Par contre, là où ça m'intéressait, c'était de voir aussi ces différents ancrages, et notamment ces ancrages au centre de la France qui étaient ceux de Jacques Chirac ou de François Hollande aussi, qui le dit dans sa préface. Mais comment les présidents se sont reliés à des lieux avant d'être président, d'ailleurs, à des lieux, qu'ils y aient une histoire familiale ou qu'ils en aient fait une terre d'élection choisie. Et effectivement, que ce soit Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, ce sont des présidents où la France et où les ancrages provinciaux n'ont pas été aussi affirmés, voire pas du tout pour Nicolas Sarkozy. Ça ne veut pas dire, et je ne le dirai pas, qu'il ne connaissait pas la France dans ses profondeurs, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas communiqué sur cette France-là. Mais ce que j'essaie de démontrer, et j'espère y être parvenu par moment, c'est que concernant François Mitterrand, ce n'était pas que de la communication, mais c'était parfois de la communion tout simplement avec la France et la France profonde en particulier. Merci encore Pierre-Marie Terral. Pierre-Marie Terral, vous êtes professeur agrégé, docteur en histoire. Votre livre François Mitterrand, un roman français, est préfacé par François Hollande et il est publié aux éditions Mareuil. Merci à vous et merci à vous et le bonjour à tous les Bretons. Merci.